As-tu déjà eu l'impression d'étouffer dans ta propre maison? Te lèves-tu le matin et vois-tu des choses partout que tu n'utilises même plus, mais qui sont quand même là? Des tiroirs pleins, des armoires qui ne ferment plus, et cette étrange sensation que tout te dérange. Mais tu ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, je viens te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Le désordre est une forme silencieuse de fatigue. Et au Japon, ils le combattent depuis des siècles de façon qui nous paraîtrait très étrange, mais efficace. Aujourd'hui, je vais te raconter 10 secrets japonais qui non seulement t'aideront à acheter la moitié des choses que tu as, mais qui vont transformer ta façon de voir ta maison. Parce que crois-moi, après ça, tu ne voudras plus jamais la remplir à nouveau. D'abord, le secret des 5 questions. Au Japon, quand une personne décide de ranger sa maison, elle ne commence pas par déplacer des objets ou par acheter des boîtes de rangement, mais par affronter chaque objet de façon consciente. Et pour cela, ils utilisent une pratique qui semble simple, mais qui est profondément puissante. Se poser 5 questions à chaque fois qu'ils touchent quelque chose. Mais ce n'est pas seulement par habitude, c'est parce qu'ils savent que notre esprit s'accroche à l'inutile par peur, par attachement émotionnel ou par pure habitude. Et ces 5 questions sont une manière de briser ce lien toxique. La première question est: est-ce que je l'utilise? Pas est-ce que je pourrais l'utiliser? Pas est-ce que je l'ai utilisé il y a des années? Mais est-ce que je l'utilise aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci? Et si la réponse est non, la première alarme sonne. Parce qu'avoir des choses que tu n'utilises pas, c'est comme porter des pierres dans un sac à dos invisible tous les jours. Elles prennent de la place, de la poussière et de l'énergie. C'est avoir un tiroir plein de câbles dont tu ne sais pas à quoi ils servent, ou des robes que tu ne mets pas parce que tu espères maigrir ou grossir. Et au Japon, ils voient clair. Si tu ne l'utilises pas, c'est mort. La deuxième question est: en ai-je besoin? C'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'il y a des choses que tu n'utilises peut-être pas tout le temps, mais qui sont nécessaires. Comme une lampe de poche pour les urgences, ou des documents importants. Mais attention, ne confonds pas nécessaire avec j'ai trop de peine à le jeter. Nécessaire, c'est que son absence te cause un vrai problème. Et au Japon, ils font cette distinction avec une froideur admirable. Parce qu'ils comprennent que garder l'inutile est une forme de peur. La troisième est: est-ce que ça me rend heureux? Et celle-ci, même si ça peut paraître ringard, est la plus dure. Parce que parfois, on utilise des choses, on en a besoin, mais elles nous pèsent. Une vaisselle héritée que tu détestes mais que tu utilises parce qu'elle appartenait à ta grand-mère. Une décoration qu'on t'a offerte et que tu n'as jamais aimée. Au Japon, ils croient que chaque objet transmet une énergie. Et que s'entourer de choses qui ne te rendent pas heureux pollue l'atmosphère. Alors si quelque chose ne te réjouit pas, ne t'inspire pas, ne t'apaise pas, ça ne mérite pas d'être là. La quatrième est: est-ce que je peux le remplacer? Ici, c'est la raison pratique qui entre en jeu. Si quelque chose peut s'obtenir facilement, à bas prix ou en mieux, ça ne sert à rien de s'y accrocher. Garder un vieux fer à repasser qui ne marche pas bien au cas où, alors qu'un neuf te coûterait peu et marcherait mieux, c'est un piège mental. Les Japonais préfèrent avoir moins, mais fonctionnel. Et si quelque chose cesse de l'être, ils cherchent à le remplacer ou à s'en passer. La cinquième, et pour moi la plus brutale, est: est-ce que je l'aurais si je devais déménager demain? Imagine que tu doives aujourd'hui déménager dans un espace plus petit. Est-ce que tu le prendrais vraiment? Si la réponse est non, alors ça n'a pas de sens qu'il reste dans ta vie. Parce que si ça ne mérite pas de prendre de la place dans une nouvelle étape, pourquoi prend-il de la place maintenant? Cette question te fait arrêter de penser au peut-être, et te remet dans une perspective immédiate. Et voici la règle d'or: si au moins 2 réponses sont négatives, cet objet part. Sans débat, sans chercher un autre tiroir, sans demander la permission à personne. Parce que tout ce que tu as besoin de savoir est dans ces réponses. Le Japon comprend que repousser les décisions avec des objets, c'est repousser les décisions avec la vie. C'est pourquoi ils ne voient pas cela comme jeter des déchets, mais comme libérer de l'espace pour respirer, pour mieux vivre, pour arrêter de porter l'inutile. Ce n'est pas un jeu, c'est une philosophie. C'est apprendre à ne pas avoir peur de lâcher prise. Parce que plus tu t'accroches aux choses, plus il est difficile de bouger, de changer ou de recommencer. Et ça, pour eux, c'est pire que de désordonner la maison, c'est désordonner l'âme. Deuxième, la règle des choses sans nom. Il y a quelque chose de très curieux dans la culture japonaise, c'est qu'ils ne conçoivent pas d'avoir des choses anonymes dans leur maison. Pour eux, chaque objet doit avoir un nom ou un but clair, quelque chose qui le justifie, qui le relie à celui qui le possède. Et s'il ne l'a pas, alors il ne mérite pas d'être là. Ils le voient comme une sorte de déchet déguisé, des choses qui restent coincées dans la vie parce que personne ne prend la peine de se demander pourquoi elles sont encore là. Pense à ça. Combien de choses as-tu chez toi que tu ne pourrais pas nommer ou décrire clairement leur fonction? Un câble emmêlé dans une boîte, un bouton perdu, un vase sans fleurs depuis des années, un carnet dont tu ne te souviens même plus pourquoi tu l'as acheté,
ou pire, une décoration dont tu ne sais pas qui te l'a offerte ni ce qu'elle fait sur l'étagère. Ces choses-là, même inoffensives à première vue, créent du bruit visuel, émotionnel et mental. Et au Japon, ils savent que ça, à la longue, se ressent comme un poids invisible. Ils disent qu'un objet sans nom est comme un invité non invité dans ta maison. Il occupe de l'espace, vole de l'énergie, mais personne ne sait qui il est ni pourquoi il est là. Et si tu ne peux pas le nommer, tu ne peux pas non plus défendre sa présence. C'est pourquoi ils ont l'habitude de parcourir leur maison et de pointer les choses en disant « Ceci est mon carnet de dessin, ceci est ma tasse pour le thé de l'après-midi, ceci est le coussin que j'utilise quand je lis. » Et s'ils trouvent quelque chose à quoi ils ne peuvent pas donner un nom ou un but, ça devient automatiquement un candidat au départ. Parce que dans leur philosophie, tout ce qui occupe une place dans ta vie devrait avoir un sens présent, pas un passé flou ni un futur possible. Garder un vieux t-shirt, pour dormir alors que tu en as d'autres meilleurs, ou garder une lampe cassée que tu penses réparer depuis des années, c'est juste une façon de se tromper soi-même. Et pour eux, cette auto-illusion est ce qui finit par remplir les foyers de déchets sentimentaux et d'objets inertes. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ne font aucune distinction entre les objets chers ou bon marché, offerts ou achetés. Un sac de marque sans but est aussi dispensable qu'un vieux sac en plastique. Ce qui importe, c'est si tu sais pourquoi il est là, s'il a une fonction ou s'il t'apporte quelque chose. Et voici ce qui est intéressant. Donner un nom aux choses ne sert pas seulement à les identifier, mais à les rendre visibles à ta conscience. Quand quelque chose a un nom, tu le vois, tu le reconnais et tu décides s'il mérite encore sa place. Quand ce n'est pas le cas, il devient partie du paysage mort de la maison. Et au Japon, les foyers ne sont pas des dépôts d'objets sans identité, mais des espaces pensés, intentionnels, où chaque objet accompagne et ne gêne pas. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu regarderas autour de toi et verras des choses que tu ne saurais pas présenter si quelqu'un te demandait « Qu'est-ce que c'est et pourquoi tu l'as ?» Tu devrais peut-être te demander si elle mérite de rester là. Parce que comme disent les Japonais, une maison pleine d'objets sans nom est un foyer sans âme. Troisièmement, le rituel de gratitude avant de jeter. Au Japon, se débarrasser de quelque chose n'est pas simplement le jeter à la poubelle. C'est un petit acte de respect. Cela peut sembler étrange pour nous, mais pour eux, tout objet qui a un jour fait partie de ta vie mérite d'être quitté avec gratitude. Ce n'est pas un rituel exagéré ni religieux, c'est une façon de fermer des cycles avec le matériel pour ne pas porter de culpabilité inutile. Quand ils décident que quelque chose doit partir, ils ne le jettent pas brutalement. Ils le prennent dans leurs mains, le regardent, se rappellent à quoi il leur a servi et le remercient à voix basse. Merci de m'avoir accompagné, merci d'avoir rempli ta fonction, merci de m'avoir rendu heureux à ton époque. C'est un instant bref, mais qui a un pouvoir énorme, il permet de lâcher prise sans culpabilité. Parce que nous connaissons tous ce sentiment absurde de se sentir mal à l'idée de jeter un vieux t-shirt, une lettre déchirée, une décoration d'il y a des années. C'est comme si en la jetant, nous trahissions un souvenir, une promesse ou la personne qui l'a offerte. Et le pire, c'est que cela nous pousse à garder des choses que nous n'utilisons plus, qui prennent de la place et qui sont là uniquement parce que nous avons des remords à nous en débarrasser. Au Japon, ils comprennent que ces remords ne viennent pas de l'objet, mais de soi-même. C'est pourquoi le rituel de gratitude est plus pour toi que pour la chose qui part. Il te permet de reconnaître qu'elle a été utile, qu'elle a rempli son temps, et qu'elle mérite maintenant de laisser la place à quelque chose de nouveau, ou simplement de disparaître. Ainsi, cela ne ressemble pas à une perte, mais à une libération. Même avec des objets cassés ou inutiles. Si une tasse se casse, ils ne la jettent pas comme un déchet indifférent. Ils la tiennent et disent « Merci de m'avoir donné du thé chaud tous ces matins ». C'est simple, mais cela nettoie l'émotion accumulée. Et avec cela, l'objet cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Il part comme il doit partir, sans poids, sans drame, sans cette petite voix intérieure qui dit « mais ça sert encore » ou « c'était un cadeau ». Les Japonais croient que les choses absorbent l'énergie de l'environnement. Et si tu t'en débarrasses de façon violente ou indifférente, ce désordre émotionnel reste dans l'espace. C'est pourquoi ils préfèrent bien clôturer chaque adieu. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas seulement jeter des déchets, c'est ordonner ton esprit et ton cœur. Et quand tu commences à faire cela, tu te rends compte à quel point il est facile de lâcher prise quand tu donnes un sens de clôture. Imagine le faire avec ce tiroir rempli de choses qui te pèsent. Tenir chacune, la remercier, la laisser partir. Pas parce qu'elle vaut quelque chose, pas parce qu'elle sert, mais parce qu'elle a déjà rempli son temps avec toi. C'est une pratique qui te change. Elle t'apprend à apprécier ce que tu as pendant que tu l'as, et à laisser partir quand ça ne t'appartient plus. Parce qu'au Japon, la gratitude n'est pas seulement pour les personnes. Elle se pratique aussi avec les choses. Et quand tu vis ainsi, ta maison se remplit d'objets qui comptent, pas de reliques du passé qui t'attachent sans raison. Quatrièmement, la technique des 10 minutes. Cette technique est une de ces choses simples qui, quand on te la raconte, semble ridicule.
Mais quand tu l'appliques, tu comprends pourquoi au Japon ils la recommandent tant, surtout pour les femmes au foyer qui sentent que le désordre est devenu incontrôlable et ne savent pas par où commencer. Ça marche comme ça, tu choisis une petite zone. Pas une pièce entière, pas un placard complet, pas cette armoire qui t'attend depuis des mois. Juste une partie. Un tiroir, une étagère, un sac, un casier. Et tu mets un chronomètre sur 10 minutes. Juste 10. Pas une de plus. L'astuce, c'est de ne pas laisser ça devenir un nettoyage éternel qui te fatigue. Pendant ces 10 minutes, ta seule mission est de toucher chaque objet de cette zone et décider sans hésiter. Ça reste ou ça part. Pas de « peut-être plus tard » ou « quand j'aurai le temps ». Si tu l'utilises, tu le laisses. Sinon, dehors. Pas de seconde chance, pas d'excuse émotionnelle, pas cette pause idiote de « voyons si je me souviens qui me l'a offert ». Ce sont 10 minutes d'action sans trêve. Et c'est incroyable, ça marche parce que ça coupe la surcharge mentale. Tu n'as pas à affronter le chaos complet de ta maison, juste ce petit coin. Et quand le chronomètre sonne, tu arrêtes. Même si tu n'as pas fini. Parce que le but n'est pas de terminer, mais d'avancer sans te fatiguer. C'est la clé japonaise, constance sans épuisement. Ils préfèrent 10 minutes bien faites tous les jours, que 5 heures en un seul jour pour revenir au désordre une semaine après. Le mieux, c'est que quand tu répètes ça chaque jour, ta maison commence à changer sans que tu t'en rendes compte. En une semaine, ces tiroirs que tu évitais d'ouvrir ne te font plus honte. Les espaces respirent. Tu réalises combien de choses tu gardais par inertie. Et chaque jour pèse moins. Les Japonais disent que quand tu nettoies un coin de ta maison, tu nettoies aussi un coin de ta tête. C'est pourquoi ils le font lentement, mais régulièrement. Parce que nettoyer sans s'épuiser te permet de créer une relation saine avec l'ordre, sans l'associer au sacrifice ni à la fatigue. En plus, il y a quelque chose de psychologique dans ce chronomètre. Savoir que tu n'as que 10 minutes transforme le processus en un défi, en un jeu. Tu te concentres, tu bouges vite, tu ne te compliques pas la vie. Et ce qui est curieux, c'est que souvent, quand le chronomètre sonne, tu veux continuer. Mais la règle dit non. Tu arrêtes et tu laisses pour demain. Ainsi, tu ne satureras ni ton énergie ni ta patience. Et c'est là que se trouve le vrai secret. La petite discipline constante l'emporte toujours sur un effort énorme et isolé. C'est pourquoi les maisons japonaises paraissent ordonnées, non pas parce qu'on se tue à nettoyer, mais parce qu'elles ont des rituels courts, mais répétés. Si aujourd'hui même tu prends un tiroir de ta cuisine, que tu mets 10 minutes et décides ce qui sert et ce qui ne sert pas, sans sentimentalisme, demain tu te sentiras plus légère. Et si tu répètes cela pendant une semaine, cette sensation de surcharge que tu ressens en entrant chez toi commencera à disparaître. C'est inévitable. Parce que, même si cela paraît incroyable, 10 minutes d'ordre par jour peuvent changer la façon dont tu te sens dans ta propre maison. 5e point, ne pas garder des choses au cas où. C'est probablement l'une des philosophies les plus brutales et libératrices des Japonais vis-à-vis des objets. Ils n'accumulent pas des choses au cas où un jour. Cette phrase n'existe pas dans leur culture domestique. Parce qu'ils comprennent que ce « au cas où » arrive rarement. Et pendant que tu attends, cet objet occupe un espace physique, un espace mental, et te maintient attaché à une possibilité que, au fond, tu sais qu'elle n'arrivera jamais. Ils le disent sans détour, si je n'en ai pas besoin aujourd'hui, je n'en aurai pas besoin plus tard. Et crois-moi, ça marche. Parce que la réalité est que ce vieux câble, ce vase sans fleurs, ce t-shirt décoloré pour peindre, ce couvercle de bocal que tu gardais, au cas où il se casserait un autre, sont là depuis des années à attendre leur chance, qui ne vient jamais. Les Japonais pensent que garder des choses par peur d'en avoir besoin un jour, ce n'est pas de la prévoyance, c'est une peur mal gérée. C'est une façon de t'enchaîner au passé et au futur en même temps. Au passé parce que tu ne veux pas lâcher, et au futur parce que tu as peur de manquer. Et pendant ce temps, tu vis mal à l'aise dans un présent rempli de choses inutiles. C'est pourquoi, quand ils rangent, ils appliquent une règle très claire. Si tu ne l'as pas utilisé depuis les 6 derniers mois et que tu n'en as pas besoin maintenant, ça part. Sans sentimentalité, sans hypothèse. Parce qu'ils comprennent que 90% des « au cas où » ne servent jamais. Et si jamais tu en as besoin, il y a de fortes chances que tu ne te souviennes même plus que tu l'avais, ou qu'ils soient tellement abîmés qu'ils ne te servent plus. Même pour des choses de cuisine, outils ou papier. Ils ne gardent pas les manuels d'appareils qui n'existent plus, les câbles de chargeur de téléphone dont le modèle a changé il y a 5 ans, les décorations moches qu'un visiteur a laissées. Tout ça part, parce que l'espace libre vaut plus que la possibilité très lointaine d'avoir besoin de quelque chose qui n'a pas servi depuis des années. Le plus curieux, c'est que quand tu élimines ces choses, elles ne te manquent pas. Jamais. Et le pire, c'est que tu te rends compte que tu ne te souvenais même plus qu'elles existaient. Et c'est ça le point. Si tu ne savais pas qu'elles étaient là, pourquoi voulais-tu les garder ? C'est un état d'esprit qui ne se base pas sur un minimalisme extrême,
mais sur le bon sens. Parce qu'au final, la maison est faite pour y vivre confortablement, pas pour stocker des fantômes du « au cas où ». Alors demande-toi tout de suite, combien de choses dans ta maison prennent juste de la place parce que, un jour peut-être. Oh. Et sois honnête. Parce que ce que les Japonais ont découvert, c'est que ce « au cas où » n'arrive jamais. Et pendant que tu attends, ces objets te volent de l'espace, de l'énergie et de la tranquillité. Et quand tu commences à lâcher prise, ta maison s'allège. Tu respires mieux. Et tu découvres que vivre avec moins n'est pas un sacrifice, c'est un repos. Parce qu'au final, la seule chose dont tu as vraiment besoin, c'est ce que tu utilises aujourd'hui. Le reste est un poids. 6e point, la technique de l'espace vide. Ce concept est une de ces idées qui, quand tu l'entends, semble absurde. Mais quand tu l'essaies, tu comprends pourquoi au Japon les maisons se sentent plus légères, plus calmes, plus respirables. Ils valorisent le vide autant que l'objet. Ils le considèrent comme une partie essentielle d'un bon environnement. Alors que dans beaucoup de maisons occidentales l'obsession est de remplir chaque espace avec quelque chose, un ornement, une photo, une plante, une lampe, un tableau, un chandelier, n'importe quoi pour cacher ce trou gênant, les Japonais font l'inverse. Ils laissent des espaces vides intentionnellement. Des étagères à moitié vides. Des murs sans rien. Des coins sans décoration. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'objets, mais parce qu'ils comprennent que le vide décore aussi. Pour eux, un espace vide nettoie l'esprit, réduit le bruit visuel et soulage l'anxiété. Et cela a du sens. Pense à la dernière fois où tu es entré dans une pièce en désordre, avec des meubles entassés, des décorations partout, et des objets sur chaque table. Tu te sens oppressé même sans t'en rendre compte consciemment. Ton cerveau doit tout traiter en même temps. Chaque objet crie « Regarde-moi, j'existe, j'occupe de la place ». C'est épuisant. En revanche, quand tu entres dans un espace avec des vides, où une étagère a seulement 2 ou 3 objets bien choisis et le reste est de l'air, ton esprit se détend. Tu n'as rien d'autre à regarder, tu n'as pas à traiter des stimuli inutiles. Il y a un repos visuel et mental. C'est pourquoi les Japonais disent que le vide communique aussi. Que tout ne se dit pas avec des choses, parfois cela se dit avec leur absence. Ils appliquent cela à leurs étagères, leurs tables, leurs murs, leurs armoires. Ils ne remplissent pas chaque espace juste parce qu'ils le peuvent, ils laissent respirer. Une étagère avec un seul objet devient importante. Un mur sans tableau devient léger. Une table sans décorations inutiles devient un espace disponible, et cet espace disponible transmet le calme. Même dans les armoires. Ils préfèrent laisser un tiroir à moitié vide plutôt que de le remplir juste pour utiliser l'espace qui reste. Parce qu'ils comprennent qu'une maison n'est pas faite pour stocker des objets, mais pour offrir de la tranquillité. Et le vide fait partie de cette tranquillité. Je t'invite à essayer ça tout de suite. Choisis une étagère, une table ou un coin de ton salon. Vide tout. Laisse seulement 1 ou 2 objets que tu aimes vraiment. Regarde comment c'est. Comment ça se ressent. Tu remarqueras que soudain cet espace semble plus propre, plus ordonné, plus à toi. Et le meilleur, tu sens que tu respires mieux. C'est un petit changement qui transforme beaucoup. Parce que le vide n'est pas l'absence de choses, c'est de l'espace disponible pour que tu te sentes mieux. Et une maison remplie de trous bien pensés est une maison qui t'apaise au lieu de te perturber. C'est pourquoi les Japonais ne remplissent pas tout. Parce qu'ils ont compris quelque chose que l'Occident a encore du mal à accepter. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose dans chaque espace pour que ta maison soit jolie. Parfois, le mieux que tu puisses mettre dans un coin, c'est rien du tout. 7e, la règle « un objet entre, un objet sort ». C'est sans doute l'une des règles les plus impitoyables, mais aussi les plus efficaces que les Japonais ont pour éviter que leur maison ne devienne un entrepôt déguisé en foyer. Ils l'appellent « un objet entre, un objet sort ». Et c'est littéral. Ça fonctionne comme ça. Si tu achètes un nouveau t-shirt, un autre doit partir. Si un objet décoratif arrive, un que tu as déjà doit sortir. Si on t'offre une tasse, tu vérifies laquelle tu peux éliminer. Il n'y a pas d'exception. Pas d'accumulation cachée. Pas de « bon, mais celle-ci je la garde au cas où ». Toujours, quand quelque chose entre, quelque chose doit sortir. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ont compris que la seule vraie manière d'éviter l'excès n'est pas seulement de ranger, mais de contrôler ce qui entre. Et honnêtement, si tu y réfléchis, ça a du sens. Tu peux ranger un placard 1000 fois, vider des tiroirs et sortir des sacs de vieilleries. Mais si tu continues à acheter et à rentrer de nouvelles choses sans sortir les anciennes, dans 6 mois tu seras dans la même situation ou pire. C'est un cercle sans fin. Ils ont brisé ce cycle avec cette règle. Et non seulement cela t'oblige à garder l'équilibre, mais cela te fait acheter de manière plus consciente. Parce que tu sais que si tu choisis un nouveau chemisier, tu devras te débarrasser d'un autre. Et là tu te demandes, est-ce que je veux vraiment autant ce chemisier pour qu'il prenne la place d'un autre?
Est-ce qu'il me plaît plus que ceux que j'ai déjà? Est-ce que ça en vaut la peine? Et souvent, la réponse est non. Et tu ne l'achètes pas. C'est une manière simple de freiner les achats impulsifs. D'arrêter d'accumuler des choses jolies mais inutiles. Et de garder ton espace sous contrôle sans avoir besoin de grands nettoyages tous les 3 mois. Et attention, ça ne s'applique pas seulement aux vêtements. C'est pour tout, livres, décorations, vaisselle, chaussures, cosmétiques, papier, accessoires. Si un nouveau livre arrive sur l'étagère, un autre doit partir. Si tu achètes un nouveau parfum, un que tu n'utilises pas beaucoup doit partir. Toujours. Au début, c'est inconfortable. C'est dur de se détacher. Mais dès que tu en fais une habitude, tu te rends compte que tu n'as plus jamais d'accumulations inutiles. Parce que chaque chose qui arrive doit mériter sa place. Et ça fait que tu t'entoures seulement de choses que tu aimes vraiment, que tu utilises et que tu apprécies. Ça marche même sur le plan émotionnel. Parce que souvent, on s'accroche aux choses par habitude, pas par affection. Et quand tu appliques cette règle, tu es obligé de revoir ta relation avec les objets. De te demander pourquoi tu gardes certaines choses. Si tu les aimes vraiment, ou si tu les ajustes par inertie. Je te conseille d'essayer. La prochaine fois que tu vas acheter quelque chose ou que quelqu'un t'offre un cadeau, avant de le rentrer chez toi, réfléchis à quel objet doit sortir pour lui faire de la place. Si tu n'es pas prête à sortir quelque chose, peut-être que tu n'as pas vraiment besoin de cet objet nouveau. Et peu à peu, tu verras ta maison rester ordonnée, légère et remplie seulement de choses qui t'apportent vraiment quelque chose. C'est dur, oui. Mais c'est la méthode la plus efficace pour éviter que ta maison ne soit remplie de choses inutiles. Parce qu'au Japon, ils ont appris quelque chose de très simple. L'espace chez toi est fini, et tout ce que tu rentres prend de la place, mentale et physique. Et si tu ne surveilles pas ce qui entre, tôt ou tard ça t'étouffe. 8e. Les choses n'ont pas le droit de rester juste parce qu'elles sont chères. Ce principe est l'une des leçons les plus libératrices que nous pouvons apprendre de la culture japonaise. Parce qu'avouons-le, combien de fois as-tu regardé un objet, un vêtement ou un accessoire que tu n'utilises plus, que tu n'aimes plus ou qui te gêne simplement, mais dont tu ne peux pas te débarrasser parce qu'il a été cher? Parce que ça a coûté de l'argent, parfois beaucoup. Parce que tu te dis, j'ai du mal à le jeter, j'ai payé tellement pour ça. Au Japon, cette idée n'existe pas. Pour eux, la valeur qu'a eu un objet le jour où tu l'as acheté ne lui donne pas le droit de rester à jamais dans ta vie. Parce qu'ils comprennent qu'un objet non utilisé, peu importe s'il a coûté 10 $ ou 5 cents, c'est exactement la même chose, un obstacle. Un objet sans fonction qui prend de la place physique et mentale. Et c'est logique. Le prix d'un objet se situe au moment de l'achat. Il remplit son cycle de valeur quand tu l'utilises, que tu en profites, qu'il te sert. Mais une fois que ce n'est plus le cas, son prix n'a plus d'importance, parce qu'il n'apporte rien à ta vie maintenant. Le garder juste pour sa valeur d'achat, c'est comme entretenir une relation qui ne te rend plus heureuse juste parce qu'à un moment elle était belle. Les Japonais vont jusqu'au bout avec une phrase que j'adore, le cher est le bon marché, quand on ne s'en sert pas, c'est pareil, c'est de la poubelle. Peu importe si c'était une bague en argent ou un chemisier de marque. Si tu ne l'utilises pas, ça prend de la place que tu pourrais libérer. C'est particulièrement dur avec les objets de luxe. Ce sac de marque qui t'a coûté la moitié d'un salaire mais que tu n'utilises jamais parce qu'il est inconfortable. Ce parfum très cher que tu n'aimes pas vraiment, mais que tu n'oses pas jeter. Cet appareil de cuisine coûteux que tu as juré d'utiliser et qui est resté rangé pendant 2 ans. Selon cette philosophie, tout cela devrait partir. Parce que si tu le gardes juste pour ce qu'il a coûté, au fond tu acceptes que ta maison devienne un entrepôt de culpabilités économiques. De plus, quand tu gardes des choses pour leur prix et non pour leur utilité ou ce qu'elles apportent à ta vie actuelle, tu te charges d'une énergie lourde, de poids émotionnel. Parce que chaque fois que tu vois cet objet, tu penses à l'argent que tu as dépensé, à l'erreur de l'avoir acheté, à l'excuse pour ne pas le sortir. Et tout cela est une usure mentale que tu pourrais éviter si tu le laissais simplement partir. Les Japonais ne le font pas seulement pour l'ordre, mais parce qu'ils savent que se débarrasser de ces objets sans sens vous rend plus léger. Cela vous enlève la pression de « avoir gaspillé de l'argent » et vous rappelle que la vraie valeur d'une chose réside dans son usage, pas dans son étiquette de prix. Alors je vous propose un exercice. Choisissez aujourd'hui un objet que vous gardez seulement parce qu'il était cher, pas parce que vous l'aimez ou l'utilisez. Sortez-le. Offrez-le, vendez-le, donnez-le ou jetez-le, mais libérez-vous de lui. Et remarquez ce que ressent ce petit acte de rébellion contre la culpabilité économique. Vous verrez que ça fait mal 2 secondes, puis vous vous sentez libre. Parce que le cher qui ne sert pas n'est que de la poubelle élégante. Et votre maison mérite plus d'espace pour des choses vivantes que pour des monuments d'achat passé. 9e, la valeur du silence visuel. Ce principe japonais est l'un des plus subtils, mais aussi l'un des plus puissants. Car ce n'est pas seulement ranger ou posséder moins de choses,
c'est contrôler l'environnement visuel dans lequel vous vivez. Ils appellent ça ma, ce qui signifie la valeur de l'espace et du silence. Et pas seulement le silence sonore, mais le silence visuel. Je vous explique. Chaque objet que vous avez sous les yeux, chaque décoration, chaque flacon sur une table, chaque boîte sur une étagère, parle à votre cerveau. Même si vous ne l'entendez pas, votre esprit, lui, l'entend. Et cet amas d'objets, de couleurs et de formes différentes génère un bruit sourd, une sorte de saturation visuelle constante qui vous fatigue sans que vous vous en rendiez compte. Au Japon, ils croient que trop d'objets à la vue rétrécissent l'esprit. Que les surfaces encombrées, les décorations sans ordre, les étagères pleines de figurines, flacons ou papier, sont comme un bavardage visuel qui vous maintient en alerte. Que même si vous pensez vous être habitué, votre cerveau n'est jamais totalement calme parce qu'il reçoit trop d'informations en même temps. C'est pourquoi il valorise tant les surfaces propres. Des tables sans rien ou avec un seul objet significatif. Des étagères avec de l'espace, avec des vides intentionnels. Des murs sans surcharge. Tout est pensé pour que le regard puisse respirer. Parce que lorsque votre environnement ne vous bombarde pas visuellement, votre esprit se calme, ralentit, et cette sérénité silencieuse si typique des foyers japonais se crée. Et attention, ce n'est pas un minimalisme froid. Ce n'est pas avoir une maison comme une clinique sans personnalité. C'est que chaque objet que vous décidez de laisser à la vue ait un sens. Qu'il transmette paix, beauté ou utilité. Qu'il ne soit pas un bruit décoratif. Qu'il ne soit pas là juste pour être là. Ils pensent que les espaces parlent aussi. Et quand vous remplissez chaque vide avec des choses parce que ça fait vide, ou parce que il faut profiter de l'espace, vous envahissez la tranquillité visuelle de votre propre maison. Et avec ça, votre esprit. C'est pourquoi, dans les maisons japonaises, il n'y a pas 1000 décorations sur la commode, ni des cuisines avec 20 flacons sur le plan de travail, ni des étagères pleines de babioles. Il y a de l'espace. Il y a du silence visuel. Il y a de l'ordre, mais surtout, il y a une pause. Je vous encourage à essayer. Regardez maintenant une étagère, une table ou un mur de votre maison. Comptez combien d'objets vous avez à la vue. Est-ce que tous vous apportent vraiment quelque chose? Est-ce qu'ils vous font tous vous sentir bien? Sinon, enlevez-les. Rangez-en certains. Laissez seulement l'essentiel ou ce qui vous fait vraiment sourire. Et remarquez comment change la sensation de l'ambiance. Comment, soudain, cet endroit respire. Et vous aussi. Parce qu'ils ont compris quelque chose de brillant. Quand votre maison se calme, votre tête aussi. Et ce silence visuel, cette absence de bruit inutile, est un luxe qui ne coûte rien et qui vous rend beaucoup. 10e, le foyer doit vous sembler un refuge, pas une cave. Ce dernier principe est peut-être le plus profond de tous. Car il ne s'agit pas seulement de ranger, ni de laisser des vides, ni d'éviter l'accumulation. C'est une question d'identité et de bien-être. Pour les Japonais, la maison doit être un refuge, pas une cave. Et la différence entre ces deux choses est abyssale. Une cave est un endroit où l'on garde des choses. Des choses que vous n'utilisez pas, des choses qui ne vous servent pas, des choses que vous ne voulez pas voir mais que vous n'osez pas laisser partir. Une cave est un espace mort, un lieu où s'accumulent des objets sans intention, juste par inertie. Et souvent, sans nous en rendre compte, nous transformons nos maisons en cela. Chaque tiroir plein de vieux câbles. Chaque boîte dans le grenier qui n'a pas été ouverte depuis des années. Chaque coin de la maison saturé de décorations dont vous ne vous souvenez même plus d'où elles viennent. Chaque vêtement gardé avec l'excuse du « un jour ». Tout cela est symptôme d'une maison qui devient une cave. Et le danger, c'est que lorsque votre maison commence à ressembler à une cave, vous cessez de la sentir refuge. Elle perd cet effet de chaleur, de calme, de retour après une journée difficile et de trouver la paix. Elle devient un lieu où il y a des choses en suspens, invisibles. Chaque chose en trop est un rappel subtil d'un problème non résolu, d'une décision que vous repoussez, d'un espace qui devrait être libre. Les Japonais savent très bien que tout ce qui est dans leur maison doit avoir un but, une fonction ou une beauté qui apporte quelque chose à l'ambiance. Sinon, ça part. Sans culpabilité. Parce qu'ils ont appris que la vraie valeur d'un foyer n'est pas dans la quantité de choses qu'il contient, mais dans la façon dont il vous fait sentir quand vous y entrez. Et c'est tellement vrai. Combien de fois êtes-vous arrivé chez vous et, au lieu de vous détendre, vous avez ressenti une sorte de malaise? Parfois, vous ne savez même pas pourquoi. Mais c'est ce tas de choses, cet excès visuel, cette énergie stagnante d'objets sans sens qui vous entoure. Quand vous comprenez que votre maison doit être un refuge qui vous soutient, pas un entrepôt qui vous écrase, vous changez votre relation avec ce que vous avez. Et vous commencez à acheter sans peur. Parce que vous ne voyez plus une décoration moche comme quelque chose qui a coûté de l'argent, mais comme un voleur d'espace visuel. Vous ne voyez plus un vieux vêtement comme « un jour je le porterai », mais comme un poids qui prend de la place dans votre placard et dans votre tête. Vous commencez à choisir. À dire
ça me fait du bien, ça me donne la paix, ça reste. Et tout le reste, dehors. Et avec chaque chose que vous laissez partir, votre maison vous ressemble davantage, et ressemble moins à une cave étrangère. Parce que la maison n'est pas faite pour garder des choses. Elle est faite pour la vivre. Pour y respirer. Pour se réfugier dans son calme. Pour la regarder et se sentir en sécurité. Tout ce qui n'apporte rien à cela est superflu. Et quand on voit les choses ainsi, ranger cesse d'être une corvée et devient un acte de soin pour soi. Alors maintenant, je te pose la question sérieusement, sans détour, franchement. Combien de choses as-tu autour de toi en ce moment dont tu ne sais même pas pourquoi elles sont là? Des choses que tu n'utilises pas, dont tu n'as pas besoin, qui ne te rendent pas heureux, ceux dont tu ne te souviens même plus d'où elles viennent. Et qui, même si tu ne t'en rends pas compte, te volent de l'espace, de l'air et de la tranquillité chaque jour. Parce que si tu veux vraiment sentir que tu respires dans ta propre maison, si tu veux que ton foyer t'accueille sans te peser, si tu veux arrêter de te sentir entouré d'objets morts qui ne signifient plus rien, tu dois commencer à lâcher prise. Sans peine, sans excuses, sans ces phrases du genre « mais un jour » ou « ça m'a coûté cher » ou « ça appartenait à telle personne ». Parce que rien de tout cela ne vaut plus que ta paix intérieure. Le Japon l'a compris il y a des siècles. C'est pourquoi leurs maisons ne sont pas seulement propres ou jolies. Elles sont légères. Légères d'objets inutiles, de souvenirs tristes, de choses par obligation. Chaque objet a son sens, sa raison d'être ou sa beauté. Et tout ce qui ne respecte pas cette règle s'en va. Parce que la vie est trop courte pour vivre dans un entrepôt émotionnel. Alors fais-le. Ne réfléchis pas trop. Prends un sac tout de suite. Commence par un tiroir, une étagère, un coin. Et enlève tout ce qui ne t'apporte rien, tout ce que tu ne reconnais même pas, tout ce que tu sais qui n'a pas de sens à rester là. Tu verras comment l'air de ta maison change. Comment, sans t'en rendre compte, tu respires mieux, tu penses plus clairement et tu te sens plus léger, air. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, car d'autres secrets japonais étranges mais brillants arrivent, qui ne servent pas seulement à ranger une maison, mais à ranger la tête et l'âme. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et maintenant, arrête de regarder les écrans, prends ce sac, et commence.